Bonjour tout le monde. Malgré ma voix cassée, je vais quand même essayer de vous faire cette vidéo sur la Chine et le Japon. Donc, vous avez dû apprendre par les médias que Pékin et Tokyo sont en froid, que traversent une vraie crise diplomatique. Et vous avez peut-être compris que c'était lié à des propos de la première ministre japonaise à propos de Taïwan. Alors, je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, dans les médias, on n'a souvent pas le temps, pas la place d'expliquer exactement ce qui s'est passé, pourquoi la crise a été déclenchée, pourquoi Pékin a réagi ainsi, pourquoi ça ne se calme pas et pourquoi on ne sait pas du tout les proportions que vont prendre cette affaire, en fait, ni comment ça peut se résoudre rapidement. Alors, il faut revenir, en fait, pour bien comprendre sur les circonstances. Lors d'une séance en commission budgétaire à la Chambre basse du Parlement, la Première ministre répondait à une série de questions du député du Parti constitutionnel démocrate, Rikan Minchuto, Katsuya Okada. Katsuya Okada, un personnage bien connu que moi j'ai rencontré fréquemment en fait, et qui est un ex-ministre des Affaires étrangères, toujours très préoccupé par les questions de géostratégie, de défense, etc., les questions diplomatiques. Et donc, il l'a poussé à aller assez loin sur la question de Taïwan, avec probablement une idée derrière la tête, essayer de faire dire, en fait, dans quelles circonstances le Japon pourrait être amené à juger une situation critique pour lui-même. Et donc, la Première ministre a été assez prudente en fait dans ses premières réponses. Et puis, à force d'être questionnée, elle a fini par faire ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire par dire ce qu'elle avait vraiment en tête. Et donc, elle a déroulé un scénario possible dans lequel le Japon serait dans une situation de crise existentielle. Et Sonritsu Kiki Jitai. Et donc cette expression, en fait, est précisément celle qui est employée dans le cadre d'une loi qui date de 2015 sur ce qu'on appelle la défense collective. Quand le Japon se trouve dans cette situation, en fait, il peut déclencher un mécanisme de défense collective, mais ça suppose deux conditions. Ça suppose que, en fait, non pas lui soit attaqué directement, mais un pays qui ait des liens étroits avec le Japon est attaqué et le Japon intervient en appui de ce pays. Et c'est là qu'il y a toute la subtilité en fait des propos de la Première ministre, parce qu'elle a déroulé le scénario d'un blocus de Taïwan par la Chine avec des drones et des cuirassés. Il y a belle lurette que les cuirassés n'existent plus. Mais le fait qu'elle emploie ce mot montre qu'elle a improvisé complètement le scénario, c'est-à-dire qu'aucun fonctionnaire du ministère de la Défense ou du ministère des Affaires étrangères n'aurait employé dans une réponse pré-rédigée le mot cuirassé. Donc elle a improvisé ce scénario d'un blocus avec des drones et des cuirassés. Et puis elle a dit cela pourrait menacer les intérêts existentiels du Japon. Elle s'est arrêtée là. À partir de là, il y a deux interprétations. La première interprétation, et c'est celle qu'a fait Pékin, c'est de se dire que le Japon interviendrait militairement pour défendre directement Taïwan. Donc, considère que Taïwan est un pays qui a des relations étroites avec le Japon et que le Japon peut intervenir pour le défendre afin de défendre ses propres intérêts. Mais du point de vue de Pékin, aller défendre Taïwan, c'est considérer que Taïwan est un pays à part entière et donc nier le fait que Taïwan est une partie de la Chine et donc nier la reconnaissance qu'en a faite en 1972 le Japon. Et voilà pourquoi Pékin est en colère. Mais du côté japonais, on interprète les choses différemment. Du côté japonais, on dit, mais non, ce qu'a voulu dire la Première ministre, c'est qu'en cas d'attaque de Taïwan par Pékin, l'armée américaine stationnée au Japon interviendrait. Et dans ce cadre-là, le Japon viendrait en appui de l'armée américaine puisque les États-Unis sont un pays qui a des liens étroits avec le Japon et donc on pourrait déclencher ce qu'on appelle le mécanisme de défense collective. Voilà, mais ces deux interprétations divergentes, évidemment, font que Pékin n'est pas satisfait du tout et exige un retrait des propos de la Première ministre qui, elle, refuse. Et en mesure de rétorsion,
Pékin, eh bien, a pris la décision de déconseiller aux Chinois d'aller au Japon. Évidemment, beaucoup de Chinois obéissent, met en garde les Chinois qui résident au Japon, en leur disant que le Japon est devenu un pays dangereux pour eux, qu'il faut faire très attention, en écrivant même qu'il y a une envolée des actions anti-chinoises, etc. Ce que conteste le gouvernement japonais, même en sortant des chiffres. Voilà, on est dans cette querelle-là. La difficulté, c'est que le Japon, en fait, exprime sa position vis-à-vis de Taïwan en disant notre position n'a pas changé, mais sans préciser par rapport à quoi elle n'a pas changé. Et en fait, on a du mal à faire dire au gouvernement japonais si c'est la position de 1972, c'est-à-dire celle qui figure dans un communiqué conjoint où le Japon reconnaît effectivement que Taïwan est une partie de la Chine et respecte ce statut. Ou est-ce que c'est autre chose auquel a fait allusion le gouvernement japonais? On n'en sait rien. Donc moi, je vais poser la question au gouvernement japonais. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement japonais dit à la Chine, par rapport à la réaction de ses diplomates, de les modérer et même d'avoir une réaction appropriée. En fait, un diplomate chinois a écrit sur X, avant de l'effacer, qu'il faudrait trancher sans hésiter la tête de la première ministre. Alors évidemment, dit en ces termes-là, ça n'a pas plu au Japon, qui demande donc une action appropriée vis-à-vis de cette crise, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire une action appropriée? Alors là aussi, j'ai posé la question au porte-parole du gouvernement. Il m'a dit une action appropriée, comme son nom l'indique, ça veut dire une réaction logique qui tombe sous le sens. Bon, ben me voilà bien avancé, mais j'ai pas réussi à en avoir plus. Donc en fait, il y a des clarifications aussi qui sont nécessaires du côté japonais pour parvenir à résoudre la crise. Alors il y a un autre acteur qui est entré dans le jeu ensuite, c'est Donald Trump, qui a eu un rendez-vous téléphonique avec le président chinois Xi Jinping et puis ensuite avec la première ministre japonaise. Et là, selon les médias américains, notamment le Wall Street Journal, Donald Trump aurait dit à la première ministre japonaise de baisser un peu le volume et de ne pas défier la Chine sur la question de Taïwan. Le gouvernement japonais dément qu'il y ait eu de tels propos de la part de Donald Trump, mais ne dit pas non plus ce qui a réellement été dit. Donc on est comme ça dans un flou qui risque malheureusement de durer parce que par orgueil et pour pas montrer la faiblesse du pays, en fait, bien, le Japon ne veut pas retirer les propos de la première ministre. Alors mon analyse personnelle, c'est aussi que Pékin a réagi immédiatement et fortement, en fait, parce que probablement que la première ministre était sous surveillance. Je pense que toutes ces déclarations, toutes ces actions sont suivies de très près par Pékin. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le personnage. Voilà, et que pour avoir lu plusieurs livres de Sanae Takaichi, pour avoir lu beaucoup d'interviews de Sanae Takaichi ces derniers mois et même auparavant, puisque je faisais la même chose pour Shinzo Abe, que pour moi c'est presque un couple politique, eh bien, elle n'en est pas à ses premières déclarations sur Taïwan, croyez-moi. Elle en a eu des très dures, des très fortes à l'égard de la Chine. Et donc, je pense que Pékin, si moi je le sais, les diplomates chinois le savent encore mieux que moi. Et donc, je pense qu'ils l'avaient quand même à l'œil. Et que tout ce qu'elle a dit dans le passé, peut-être le pays est en train, d'une certaine manière, de le payer parce qu'ils connaissent le fond de sa pensée. Je vais vous donner un seul exemple, mais en 2021, lorsqu'elle n'était encore que députée, mais qu'elle envisageait le fait de devenir un jour première ministre, eh bien Sanae Takaichi a par exemple dit lors d'une interview: si j'étais première ministre, je mènerais des exercices militaires conjoints avec Taïwan. Alors vous imaginez, quand des diplomates chinois lisent ou entendent ça, leur réaction. Et puis, dans ces livres, il y a plusieurs chapitres sur la Chine qui est considérée comme une menace permanente, les Chinois comme des espions en puissance, etc.
Donc en ayant tout ça en tête, il est évident que Pékin n'a pas un bon a priori sur la première ministre et donc dès qu'elle fait une déclaration sur Taïwan, immédiatement ils réagissent pour stopper là, quoi. Ils réagissent très fortement, peut-être trop fortement d'ailleurs, mais en tout cas pour trouver une sortie de crise, ça va pas être évident dans l'immédiat. Tout dépend effectivement peut-être du rôle d'intermédiation que pourra jouer ou non Donald Trump. Enfin, en tout cas, tout ça est à suivre, mais les gesticulations, par exemple, du ministre de la Défense japonais qui va parader devant une caméra en disant regardez toutes les armes qu'on peut déployer, etc., c'est pas non plus de nature à améliorer la situation en fait. C'est-à-dire que le Japon, au petit jeu de dire on est fort aussi, risque malheureusement d'être un peu trop faible vis-à-vis de la Chine s'il l'énerve un peu trop. Alors bien sûr, il est légitime pour un gouvernement d'échafauder divers scénarios et puis d'étudier la réaction qu'il devrait avoir le cas échéant, mais entre faire ce travail en coulisses et puis l'exposer au Parlement d'une façon très improvisée, il y a bien sûr une marge. L'autre chose, et je pense que je vais arrêter là, mais c'est les mots très sensés en fait finalement de l'ex-premier ministre Shigeru Ishiba qui lui avait des meilleures relations avec la Chine et qui a dit clairement la question à se poser n'est pas que ferait-on en cas d'attaque de Taïwan par la Chine, mais comment, par la diplomatie, on peut éviter ce scénario catastrophe. Mais effectivement, ce qui est à souhaiter, c'est une action diplomatique forte. Donc ça veut dire faire appel aux parlementaires, à tous les personnages politiques qui ont des bonnes relations avec la Chine et faire jouer ces bonnes relations de façon apaisée. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et dans l'immédiat, malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. J'en reste là pour aujourd'hui.